Numéro 165. Reprise du débat. Sénateur Plett. Did you recognize? Thank you. Vous m'avez accordé la parole. Thank you, Leader. Colleagues, Chers collègues, je suis triste et rempli d'espoir, alors que je me lève aujourd'hui pour vous parler de la motion 165 du gouvernement Trudeau. Cette motion vise à changer les règles du Sénat. Je suis triste parce que je pense que certains changements proposés en vertu de cette motion sont préjudiciables pour le Sénat ainsi que pour le système démocratique canadien. Et je suis triste parce que le sénateur Gould a créé un précédent. En effet, sa motion met un terme à un Sénat qui fonctionnait en dehors de la partisanerie. Et maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons quelque chose de différent. Je vous en dirai un petit peu plus dans un moment. Comme je l'ai dit, je suis rempli d'espoir. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le dernier acte de ce mauvais drame qui est la tentative de Justin Trudeau de réformer le Sénat. Soyons clairs, c'est effectivement une tentative de la part de M. Trudeau. La fin de ce gouvernement est proche et Pierre Poilievre va bientôt recevoir le mandat de réparer ce pays qui bat de l'aile. Une des choses qui a été abîmée par Justin Trudeau et qui va devoir être réparée par M. Poilievre, eh bien, c'est le Sénat du Canada. Contrairement à ce que le sénateur Gould et les libéraux disent, M. Trudeau, en 2014, n'a pas élaboré un plan pour que le Sénat puisse faire face au 21e siècle. Son plan a été élaboré à la hâte. Il était en effet sous pression de trouver un stratagème qui lui éviterait de perdre la moitié de son caucus. La majorité d'entre vous n'était pas ici en 2013. À l'époque, le Sénat a dû faire face à des dépenses douteuses de la part de certains sénateurs. J'aimerais vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé à l'époque. 4 sénateurs ont été cités dans les médias car on disait que leurs dépenses étaient douteuses. L'un de ces sénateurs était libéral et il a rapidement décidé de prendre sa retraite. Lorsque le gouvernement conservateur a décidé d'agir et de suspendre les 3 autres sénateurs, M. Trudeau a dit à ces sénateurs libéraux de s'abstenir lors du vote. Mais la moitié du caucus n'a pas suivi cet ordre. Alors, M. Trudeau était furieux. Il a envoyé Dominique Leblanc, son homme de confiance. Il l'a envoyé pour organiser un coup d'État au sein du caucus. George Furey devait remplacer Jim Cowan en tant que leader, mais ça n'a pas marché. Alors, M. Trudeau était encore plus furieux. Il savait que l'enquête du vérificateur général montrerait qu'il y avait d'autres sénateurs libéraux qui avaient des dépenses douteuses. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de les expulser du caucus. Il a décidé de les envoyer en exil. Et ça s'est fait en douce. Les sénateurs Jaffer, Cordy, Ranguet, Down et Massicotte pourraient vous en dire un plus long sur la réunion qui a eu lieu un mercredi matin en janvier 2014. Il faisait froid et c'est alors que les sénateurs libéraux ont vu le vrai visage de Justin Trudeau. Les sénateurs qui avaient travaillé d'arrache-pied pour le Parti libéral ont été écartés, jetés sur le bord de la route par Justin Trudeau, qui, lui, se dirigeait vers le trône. C'est après l'expulsion de ces sénateurs du caucus que les libéraux ont élaboré un plan visant à changer le Sénat sans vraiment le modifier. L'idée selon laquelle on peut faire partie d'un caucus national et être plus libre est fautive. Les sénateurs libéraux qui étaient présents à mon arrivée, comme les sénateurs Cowan, Joyal et Baker, étaient tous indépendants et forts. En fait, comme je viens tout juste de le dire, c'est en raison du fait qu'ils n'ont pas suivi les ordres de M. Trudeau et parce qu'ils étaient indépendants qu'ils ont été mis
à l'écart. Il y avait 2 objectifs au plan concocté par Trudeau en 2014. Premièrement, il devait éliminer les liens avec les sénateurs qui pourraient devenir un embarras à tout moment. Les libéraux ont considéré que leurs collègues au Sénat étaient des bombes à retardement toxiques desquels ils devaient s'éloigner. Pour Trudeau, son image était très précieuse et il était hors de question que les sénateurs, même s'ils étaient bons et loyaux, demeurent et nuisent à sa réputation. Deuxièmement, les libéraux étaient troisième. Ils devaient proposer quelque chose pour la réforme du Sénat. Le plan Harper de mettre en place des limites aux élections était proposé, mais les tribunaux mettaient des bâtons dans les roues. Le plan du NPD semblait beaucoup plus simple. Alors, pour se distinguer, les libéraux ont proposé une idée. Ils ont proposé un comité de libéraux. Souvenez-vous, un comité de libéraux qui nommerait des libéraux au Sénat et ces personnes se diraient indépendantes. Les libéraux demanderaient aussi au chef du gouvernement de se représenter comme un représentant, même s'il était le chef du gouvernement. Il faut admirer les libéraux. Ils ont pu dire que l'immobilité, c'était du progrès. La réforme du Sénat est simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est changer les titres. Alors, au lieu d'avoir un whip, on a une liaison. Au lieu d'avoir un représentant, un chef, on a un leader. Et soudain, on a un nouveau Sénat. Passons maintenant à 2024. Sachant que ces derniers jours arrivent, les libéraux ont décidé de se précipiter et de changer les règles. Dans leur 9e année de règne, les libéraux ont décidé de préparer leur départ et de changer le Sénat pour de bon. En fait, c'est ce qu'ils pensent qu'ils font. Qu'est-ce qui leur a pris tout ce temps? Je sais que le sénateur Gould accusera les conservateurs d'avoir ralenti tous ces merveilleux changements que Justin Trudeau devait mettre en œuvre. Mais c'est la mauvaise réponse. Le vrai problème, c'est ce que j'ai souligné. Ces changements ne sont pas bien réfléchis. Ce sont quelques slogans pour l'élection de 2015 que Trudeau n'aurait pas dû gagner. Le gouvernement ne savait pas quoi faire avec le Sénat. Il leur a fallu 5 mois pour décider qu'il leur fallait un leader au Sénat. Oui, chers collègues, le Sénat a siégé pendant 5 mois sans représentation pour le gouvernement. Les nouveaux sénateurs, les libéraux qui ont été nommés en 2016, ne savaient pas quoi faire. Devaient-ils s'asseoir seuls ou créer des groupes? Mais ensuite, comment peuvent-ils faire partie d'un groupe et demeurer indépendants? Quelqu'un a trouvé un moyen. Nous avons vu des notions étranges comme des leaders qui ne dirigent pas, des liaisons qui font des liaisons mais on ne sait pas avec qui, et des facilitateurs qui facilitent on ne sait quoi. Et bien sûr, ce n'est qu'une grande mascarade. Si on dit que notre chat est un félin, ça ne veut pas dire que nous sommes des dompteurs de lions. Entre-temps, les sénateurs libéraux et conservateurs ont patiemment attendu que le gouvernement et les nouveaux sénateurs présentent leur nouveau plan. À la surprise de personne, ils ont décidé de répéter le modèle qui existe dans tous les groupes qui suivent le modèle de Westminster. La prédiction de John A. Macdonald disant que cet endroit ne pourrait fonctionner avec 105 membres indépendants est devenue réalité. La majorité des sénateurs qui sont affiliés à un parti ont accepté les demandes des nouveaux sénateurs et ont fait les changements nécessaires au règlement. Et ils l'ont fait sans résistance. Comme l'a dit le sénateur Gould dans son discours, je cite, « Les règlements du Sénat ont été ajustés pour permettre la participation de ces groupes et des ordres sessionnels ont été mis en place pour que les nouveaux sénateurs puissent être inclus. » Fin de citation. En écoutant le sénateur Gould, on croirait que les sénateurs de Trudeau ont dû se battre avec les conservateurs et les libéraux pour faire des petits gains. Mais c'est loin de la réalité. L'opposition conservatrice n'a pas résisté à la majorité des changements au règlement
à la loi sur le Parlement du Canada ou sur la manière dont on mène nos travaux. Nous savons que les élections ont des conséquences. Nous savons qu'en nommant 81 sénateurs, autant que Wilfrid Laurier l'avait fait, Justin Trudeau a laissé sa trace sur le Sénat. Mais nous avons été très clairs. Nous n'accepterons pas la réduction des pouvoirs de l'opposition et nous n'accepterons pas des changements qui vont restreindre un nouveau gouvernement conservateur qui entrera bientôt au pouvoir. Nous ne voulons pas de restrictions qui empêcheront les conservateurs de mener leurs travaux au Sénat. Ça demeure notre limite la plus ferme. Je vais aussi revenir aux effets des changements que propose le sénateur Gould sur l'opposition et sur les futurs gouvernements conservateurs. Mais d'abord, j'aimerais parler de l'aspect le plus flagrant de cette mesure du gouvernement. L'utilisation d'une motion du gouvernement pour changer le règlement sans entente et sans discussion avec l'opposition constitue, à mon avis, une nouveauté. Lorsque j'ai posé une question au sénateur Gould à ce sujet, il n'a pas pu mentionner d'incident précédent où le gouvernement a pris une mesure unilatérale pour changer le règlement du Sénat. Et sénateur Gould, veuillez nous épargner vos arguments. Déposer une motion n'est pas pour nous dire que déposer une motion n'est pas une mesure unilatérale du gouvernement. Justin Trudeau a nommé 81 sénateurs. Il n'y a que 13 sénateurs dans l'opposition parmi les 96. En effet, utiliser les pouvoirs du gouvernement pour pousser ces changements sur l'opposition, c'est sans précédent. Et je dirais aussi que ce n'est pas démocratique, surtout lorsque c'est fait avec des menaces. Et nous avons maintenant cette motion qui est comme une épée de Damoclès pour nous et avec laquelle on a été menacé. Les sénateurs savent qu'il y a une procédure pour modifier le règlement. Il faut faire une étude, ensuite il faut qu'il y ait un rapport et ça a toujours été la procédure. Nous savons que pour changer le règlement, il faut avoir une discussion avec toutes les parties prenantes, avoir leurs commentaires et avoir un consensus. C'est exact. Mais ce n'est plus le cas. Le sénateur Gould, on se souviendra de lui dans l'histoire comme le leader du gouvernement qui n'a pas suivi ce modèle qui est en vigueur depuis 1867. Il est le premier à faire ce qui est fait habituellement à la Chambre des communes, utiliser une majorité du gouvernement pour changer le règlement. Vous noterez que le gouvernement fait preuve de cynisme ici. Ils utilisent la tactique la plus partisane possible pour changer le règlement, pour que cet endroit soit moins partisan, ou c'est plutôt ce qu'ils disent qu'ils veulent faire. Le sénateur Gould a ouvert une boîte de Pandore. On tourne la page. Je prédis qu'on ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube. Il y a maintenant un précédent pour justifier l'utilisation du gouvernement et de ses pouvoirs pour changer le règlement. Si les libéraux obtiennent la majorité au Sénat, ils pourront changer le règlement comme ils le veulent. Donc, environ 50% d'entre nous, chers collègues, ne seront plus présents. Donc, 50%, les autres seront encore là. Pour ceux qui seront à l'opposition, je pense que vous penserez à notre débat d'aujourd'hui et vous direz, le sénateur Plett nous a avertis. Croyez-moi, les conservateurs, croyez-moi, ils feront ce que nous vous avertissons qu'ils feront. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n'utilise pas la méthode qui existe depuis la Confédération pour changer le règlement. Ce qui fonctionnait sous Wilfrid Laurier, sous Lester B. Pearson et sous Brian Mulroney n'est maintenant plus utile sous Justin Trudeau. L'opposition conservatrice a 4 sièges parmi les 15 au sein du comité sur le règlement. 4 sièges parmi les 15.
Les 4 autres groupes qui appuient les politiques générales du gouvernement, y compris le budget, ont 11 sièges. Pourquoi est-ce que le gouvernement doit utiliser une motion du gouvernement pour faire adopter ces changements au Sénat? Pourquoi le sénateur Gold n'a-t-il pas d'abord proposé ces changements au comité sur le règlement? Peut-être qu'il ne faisait pas confiance à ses 11 alliés au comité sur le règlement. Je ne sais pas. En tout cas, c'est faire un pied de nez au comité sur le règlement et j'espère que le président en prend note. En utilisant une motion, le gouvernement saute le processus de comité. Donc, il n'y aura pas de témoins experts qui pourront nous dire ce qu'ils pensent de ces changements. Nous ne pourrons pas débattre de chacun des changements. Nous ne pourrons pas examiner le texte. Nous ne pourrons pas remanier chaque nouveau règlement. Ce qui fait la fierté du Sénat pendant de nombreuses années était son travail de comité. C'était sa capacité d'étudier les sujets en profondeur. Mais le gouvernement a décidé qu'on n'a pas besoin de faire tout cela pour nos propres règlements. C'est pourquoi le gouvernement utilise une motion du gouvernement pour que les sénateurs ne puissent pas entendre des experts qui seraient contre cette proposition, pour que le Sénat ne puisse pas étudier les changements et les modifier si nécessaire. Le gouvernement, comme le sénateur Oussakos, sait très bien qu'il y a déjà toutes les réponses et le gouvernement ne se soucie pas des opinions des sénateurs. Il est vrai que certaines des idées de la motion ont déjà fait l'objet de discussions. Il y a eu un consensus sur plusieurs des notions proposées, mais les sénateurs du gouvernement l'ont présentée comme une proposition qu'il faut accepter en totalité ou rejeter. Lorsqu'on a demandé si le sénateur Gold accepterait un simple amendement, il a refusé de répondre. C'est sa motion. Il n'a pas demandé ce que ferait le reste du Sénat. Il a plutôt demandé au sénateur Gold s'il serait prêt à accepter un simple amendement. Et le sénateur Gold a refusé de répondre à la question. Il est vrai que les idées trouvées dans le Sénat ont déjà fait l'objet de discussion, comme on l'a déjà dit. Mais les sénateurs du gouvernement l'ont proposé comme un document qu'il faut accepter en totalité ou refuser. La sénatrice Bellemare en comité a refusé de présenter un rapport. C'était leur décision. Ce n'était pas la décision des conservateurs. Alors, le gouvernement a décidé d'agir de manière unilatérale. Frustré, le sénateur Gold l'a admis dans son discours. Au lieu de faire son travail en tant que personne qui recherche le consensus, il décide plutôt de rejeter le blâme sur la sénatrice Bellemare et il tente d'intimider l'opposition. Ces changements sont un fait accompli. Le sénateur Gold a admis dans son discours qu'il n'y avait pas de place à la discussion. Justin Trudeau veut ces changements et ce que Justin Trudeau veut, ces sénateurs doivent le lui donner. L'objectif de cette motion est de créer un deuxième caucus du gouvernement ou un deuxième caucus de l'opposition, selon qui est au pouvoir. Le sénateur Gold l'a admis, ça fait partie de l'âme de cette motion. Que peuvent négocier les conservateurs si le Sénat devient une chambre d'écho pour les libéraux et si le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour mettre fin au débat? Maintenant que le Parti libéral a perdu 20 points dans les sondages, les sénateurs de Trudeau savent qu'ils seront à l'opposition pendant longtemps. Ils veulent donc changer le règlement et ils veulent se servir de motion d'allocation de temps pour réduire le temps de débat. Après tout, il faut agir rapidement et se débarrasser de ces procédures qui font perdre du temps. C'est ce que la sénatrice Lincoln a dit. Enfin, sur la question de l'utilisation sans précédent d'une motion du gouvernement pour changer le règlement, je ne sais pas quoi penser des tergiversations du sénateur Gold sur l'origine de ses idées. Il ne voulait pas répondre. Il ne voulait pas dire si le premier ministre appuie ces changements. Il a dit dans son discours, et je cite, «
C'est une initiative du bureau du représentant du gouvernement au Sénat. Ce n'est pas une initiative du bureau du premier ministre. Un point, c'est tout. Ce sont les mots du sénateur Gould. Eh bien, pourquoi y a-t-il des affaires du gouvernement dans le règlement du Sénat? Il faut poser la question. Ce n'est pas une idée originale qui vient d'un membre du gouvernement. Ce n'est pas de quelqu'un qui travaille ici. C'est plutôt une idée qui vient du gouvernement. Si le sénateur Gould veut qu'on croie que cette motion ne vient pas de Trudeau, eh bien, il ne devrait pas se servir d'une motion du gouvernement pour la proposer. Je crois que le sénateur Gould ne tente pas de nous berner. Je ne crois pas qu'il se sert d'un outil du gouvernement pour mettre de l'avant ses propres idées. Nous devrions cesser les enfantillages. Cette motion du gouvernement est à 100% appuyée par le gouvernement, par Justin Trudeau, par les libéraux et probablement par Jagmeet Singh. Le Parti libéral et ses partisans devront payer un prix politique aujourd'hui et à l'avenir pour le moyen dont les mesures sont proposées. La deuxième chose qui pose problème, c'est le moment où la motion est proposée. Tel que je l'ai dit, on remarque le désespoir dans les gestes du sénateur Gould. Le gouvernement Trudeau a eu une majorité au Sénat pendant à peu près 7 ans. Pendant toutes ces années, même avant la majorité, le gouvernement était capable de faire adopter ses projets de loi. En fait, grâce au fait qu'il y avait 23 sièges vacants quand il a été élu, Justin Trudeau a été capable d'obtenir une majorité très rapidement au Sénat. Lorsqu'on le compare à Laurier, Borden ou Mulroney, qui ont dû lutter pendant longtemps contre une majorité au Sénat, Justin Trudeau était chanceux. Pourquoi ces changements sont-ils si urgents? Nous savons tous la réponse. Changer le règlement du Sénat est devenu une urgence depuis que Pierre Poilievre a obtenu une avance de 20 points dans les sondages. Le sénateur Gould veut maintenant imbriquer dans la loi cette structure ridicule que Justin Trudeau a créée au Sénat parce qu'il sait que les libéraux seront vaincus et qu'ils reviendront à la case départ. Comme je l'expliquerai un peu plus tard, cette motion fait en sorte que le groupe des sénateurs indépendants ou son successeur sera en position pour être le contrepoids du Sénat. Et ils sont maintenant au pouvoir, mais demain, ils seront dans l'opposition. Ainsi, les sénateurs pourront changer les choses en leur faveur. Ils disent qu'ils veulent se débarrasser du dipôle dans le Sénat et ils veulent le remplacer avec un trio où ils seront 2 des 3 acteurs. Parlons du rôle de l'opposition. Permettez-moi d'aborder une question importante dans ce débat. Il est clair que certains sénateurs de Trudeau ont du mal à accepter la présence d'une opposition solide au Sénat. Nous utilisons des mots comme menteur, incompétent ou corrompu pour décrire véridiquement leur premier ministre préféré. Nous utilisons des tactiques procédurales. Nous perdons du temps. Nous posons trop de questions. Certaines de ces questions portent sur des sujets qui les mettent mal à l'aise. Cela démontre non seulement une mauvaise compréhension du processus démocratique de la part de ces sénateurs, mais aussi un manque de connaissance de l'histoire du Sénat. Il n'est pas nécessaire de remonter très loin dans l'histoire pour trouver des oppositions au Sénat qui étaient bien plus obstructionnistes que nous ne l'avons jamais été au cours des 9 dernières années. Chers collègues, je suis désolé d'être à l'origine de toute cette agitation, mais nous ne faisons que notre travail et nous jouons un rôle aussi important que celui du gouvernement et de ses partisans. Je ne cesserai de le répéter, le Sénat a besoin d'une opposition organisée qui dispose des outils nécessaires pour faire son travail. Permettez-moi de citer l'ancien premier ministre Wilfrid Laurier.
Il est en effet essentiel pour le pays que les nuances d'opinion représentées de part et d'autre de cette Chambre soient placées autant que possible sur un pied d'égalité et que nous ayons une opposition forte pour exprimer les points de vue de ceux qui ne pensent pas comme la majorité. Vous noterez que le premier ministre Laurier a insisté sur le fait que le gouvernement et l'opposition devaient être aussi égaux que possible. Et quel est le rôle de l'opposition? Bien sûr, c'est de maintenir le gouvernement redevable, lui demander de rendre des comptes. Permettez-moi de citer un autre ancien premier ministre, John Diefenbaker. Si le Parlement doit être préservé en tant qu'institution vivante, la loyale opposition de Sa Majesté doit remplir ses fonctions sans crainte. Lorsqu'elle s'en acquitte correctement, la préservation de notre liberté est assurée. La lecture de l'histoire prouve que la liberté meurt toujours lorsque la critique prend fin. Elle défend et maintient les droits des minorités face aux majorités. Elle doit être vigilant contre l'oppression et les invasions injustes des droits du peuple par le cabinet. Elle doit superviser toutes les dépenses et prévenir les dépenses excessives en exposant à la lumière de l'opinion publique les dépenses inutiles ou pire encore. Elle trouve les fautes, elle suggère des amendements, elle pose des questions et obtient des informations. Elle éveille, éduque et façonne l'opinion publique par la voix et le vote. Elle doit examiner chaque action du gouvernement et, ce faisant, empêcher les raccourcis de la procédure démocratique que les gouvernements aiment faire. Bien entendu, lorsqu'elle fait son travail, l'opposition froisse les plumes des membres du gouvernement. C'est le cœur du processus démocratique. On peut penser que l'opposition va trop loin, qu'elle utilise un langage acerbe, qu'elle perd du temps. Dans ce cas, il existe des règles pour y mettre fin. Ainsi, tant que l'opposition respecte les règles, le gouvernement et ses partisans doivent accepter le fait que cela fait partie de notre processus démocratique. Je citerai à nouveau un autre ancien premier ministre, Lester B. Pearson. Dans la politique nationale, pendant les années où j'étais au gouvernement, j'ai vu l'opposition accomplir son devoir avec vigueur et application, avec courage et détermination. Elle a insisté à juste titre sur son droit de s'opposer, d'attaquer, de critiquer, de s'engager dans ce débat tranché, si souvent et si fortement recommandé par ceux qui se préoccupent de la vigueur et de la santé du Parlement et de la santé de la démocratie. Je ne peux m'empêcher d'ajouter cependant que l'application de cette procédure a, dans le passé, été parfois mal ressentie par ceux qui se sentent attaqués. Quant à l'accusation selon laquelle l'opposition perd du temps, fait perdre du temps, ralentit les choses, je l'admets, c'est vrai. Non seulement cela fait partie de l'arsenal de l'opposition, mais c'est l'outil le plus efficace. Lorsqu'il dépose une mesure au Sénat, le gouvernement n'a qu'un seul objectif: la faire adopter le plus rapidement possible. Et ça, c'est même avant qu'elle soit déposée au Sénat. Pour le sénateur Gould, c'est devenu une obsession. C'est pourquoi nous sommes pressés d'adopter des projets de loi qui restent ensuite à la Chambre pendant des mois ou même des années. Mais le temps est important pour l'opposition. Il lui permet de maintenir le débat sous les yeux du public. Il lui permet d'alerter les parties prenantes. Il lui permet de montrer qu'il pourrait y avoir une meilleure façon de faire les choses, de se présenter comme le gouvernement en attente. Cela ne signifie pas que l'opposition doit traîner les pieds et transformer le Sénat en champ de bataille sur toutes les questions.
L'opposition doit être prudente dans l'utilisation de ses outils procéduraux. Elle doit maintenir un équilibre entre le compromis et l'obstruction, la cooption et l'opposition. Mais l'opposition a le droit, comme elle le devrait, d'utiliser tous les moyens nécessaires dans les limites du règlement pour mettre fin à ce qu'elle considère comme des mesures préjudiciables au Canada. Et en fin de compte, le gouvernement, surtout lorsqu'il dispose d'une majorité comme c'est le cas au Sénat actuel, pour aller de l'avant, comme le dit le proverbe, l'opposition a son jour, le gouvernement a sa façon de faire. Les sénateurs doivent savoir que depuis 2015, avant même qu'il y ait un leader du gouvernement au Sénat, l'opposition conservatrice a été en mesure de négocier des échéanciers raisonnables pour faire avancer les projets de loi du gouvernement. Nous comprenons très bien notre rôle au Parlement. Lorsque le sénateur Gould nous accuse de bloquer, de retarder, de faire l'obstruction, il recycle les points de discussion du Sénat que le cabinet du premier ministre a préparé pour ses collègues de la Chambre. Si certains sénateurs souhaitent apprendre ce qu'est une opposition obstructionniste, ils peuvent constater le sort de l'époque où les conservateurs étaient au pouvoir et les libéraux majoritaires au Sénat. Le débat sur la TPS me vient à l'esprit. Je ne peux manquer de noter que lorsque le gouvernement et les sénateurs disent qu'ils veulent rendre le Sénat plus efficace, ils ne parlent pas d'améliorer le fonctionnement de l'institution à moindre coût. Ce qu'ils veulent, c'est réduire la capacité de l'opposition à utiliser le temps. Ils veulent réduire les débats, mettre fin aux pertes de temps, comme l'a dit la sénatrice Lankin. Mais ce n'est pas l'efficacité que le gouvernement recherche, c'est la rapidité. Le gouvernement, tout gouvernement en fait, veut aller vite, veut se mettre au travail. Mais le Sénat n'est pas fait pour légiférer à la hâte. Comme l'a dit l'auteur Gerald Schmitz, le Parlement existe non seulement pour traiter les affaires de l'État, mais aussi pour fournir un forum dans lequel tous les points de vue légitimes peuvent être exprimés. Le gouvernement a le droit et le devoir de gouverner. Le droit et le devoir de l'opposition, si elle estime que l'intérêt public est en jeu, est de s'opposer aux politiques et aux actions du gouvernement par tous les moyens parlementaires légitimes. J'invite les sénateurs qui ont du mal à accepter une opposition conservatrice au Sénat à envisager l'alternative. C'est le point de vue de près de 80 des Canadiens qui ne soutiennent pas les libéraux de Trudeau, n'est pas exprimé ici. À quoi sert le Sénat? Ces 80 poseront la question suivante. Pourquoi payer 130 millions de dollars par année pour une institution qui ne fait que répéter les messages du gouvernement Trudeau? Pourquoi ne pas l'abolir tout simplement? Moi, j'ai rien à répondre à ça. Parfois, je me demande si ce n'était pas le plan secret de Justin Trudeau pour se débarrasser du Sénat, le rendre si peu pertinent que son abolition ne sera qu'une mesure d'économie que personne ne remarquera. Pour l'instant, vous pouvez au moins compter sur les sénateurs conservateurs pour pimenter les débats, mais imaginez ce que ce serait s'il n'y avait que des partisans de Trudeau ici, pour débattre de la qualité de ses politiques. Le prix de 130 millions de dollars aurait l'air horrible, n'est-ce pas? Enfin, je tiens à souligner un fait supplémentaire concernant l'opposition au Sénat. Le caucus de l'opposition doit avoir des liens avec un parti politique, tout comme le caucus du gouvernement doit avoir des liens avec le parti au pouvoir. Ces liens peuvent être lâches. Il peut s'agir simplement de l'adhésion de sénateurs au parti, comme c'est le cas pour les libéraux en 2014-2015, mais il doit y avoir des liens pour deux raisons. Tout d'abord, pour s'appeler l'opposition au gouvernement, il faut non seulement s'opposer ponctuellement à lui sur des sujets précis, mais il faut aussi vouloir prendre la place du gouvernement. Chaque jour, l'opposition tente de convaincre l'électorat qu'elle doit obtenir la place du gouvernement. C'est un rôle fondamental de notre système. Comme l'a dit l'éminent parlementaire canadien Stanley Knowles, l'opposition doit se comporter au Parlement de manière à persuader les citoyens du pays qu'elle peut être une amélioration par rapport au gouvernement en place.
Seul un groupe lié à un parti qui veut remplacer le gouvernement peut jouer le rôle de l'opposition au Sénat. C'est pourquoi notre règlement est ainsi rédigé. Le fait d'être lié à un parti politique confère également au gouvernement et à l'opposition une légitimité supplémentaire, comme l'a dit le sénateur Gold dans son discours. L'argument de l'opposition mérite d'être pris au sérieux. Si l'on prétend parler au nom du gouvernement, il devrait y avoir un lien avec le gouvernement, car je représente un gouvernement qui a été élu et qui le représente. Les sénateurs conservateurs se lèvent et disent « Nous parlons au nom de 6 millions, quel que soit le nombre de Canadiens qui ont voté pour eux, et ils ont raison de le dire, parce qu'il y a un lien entre les deux. Lorsqu'il dit « Je parle au nom des Canadiens », il représente un parti qui le fait. Une autre raison pour laquelle il est erroné de mettre le GIS sur le même pied que l'opposition, aujourd'hui les conservateurs, demain les libéraux ou le NPD. Permettez-moi de revenir à la motion devant nous. Elle contient 3 types de modifications au règlement. Le premier type de modification des règles, l'introduction de tous ces nouveaux termes bidons dont le gouvernement est si friand. Ma réaction à ces changements est la suivante. Pourquoi? Le sénateur Gould veut se qualifier de représentant, d'agent spécial, d'exécuteur, de négociateur, de mendiant en chef ou de grand poubas. C'est son privilège. Il est et restera le leader du gouvernement au Sénat. Point à la ligne. Selon la loi, peu importe comment il est habillé, peigné ou coiffé, ou comment on l'appelle, il est franchement ridicule de modifier le règlement pour satisfaire ce besoin étrange de trouver un nouveau vocabulaire pour décrire la même réalité. Deuxièmement, les modifications ont été apportées à certaines dispositions spécifiques telles que la suspension de la soirée ou les questions inscrites au feuilleton. Bien que je n'appuie pas ces changements, je reconnais qu'ils peuvent avoir certains mérites. Ils méritent certainement d'être examinés attentivement et débattus. Je regrette que le gouvernement ait refusé de donner au comité du règlement la possibilité d'examiner ces changements et surtout que nous ne soyons pas en mesure de réfléchir aux conséquences inattendues. En fait, je suis presque tombé en bas de ma chaise parce que j'ai vu que le comité du règlement avait prévu une réunion le 7 mai pour étudier. Devinez quoi? Les réponses différées, les réponses aux questions écrites. Incroyable. Je ne sais pas trop quoi en penser. Sommes-nous en train d'avoir 2 débats concurrents? Quoi qu'il en soit, je pense que cela montre que le sénateur Gould précipite clairement les choses avec sa motion. Et quelqu'un ne sait pas ce qu'ils font. Enfin, le gouvernement décide de placer le GIS au même niveau que le gouvernement et l'opposition et de donner au CSG, au PSG, des pouvoirs symboliques. Et c'est pour ça qu'ils ont très hâte d'appuyer cette motion, en tout cas leur leader. Qu'est-ce qu'ils vont obtenir? Comme l'a dit le sénateur Gould dans son discours, c'est la pièce maîtresse de cette initiative, sa raison d'être, son ADN. C'est comme l'objet d'un projet de loi. Certaines choses ne peuvent pas être abandonnées, si je peux utiliser l'analogie, sans détruire le projet de loi. Si c'était un texte de loi, ça serait irrecevable dans cette situation. C'est là que cette motion me pose un gros problème. En plaçant le GIS sur le même pied que le gouvernement et l'opposition, cette motion crée un déséquilibre au Sénat. Rappelons que le modèle de Westminster est basé sur le fait qu'il existe un équilibre entre les droits et les privilèges du gouvernement et les droits et privilèges de l'opposition. Premièrement, en accordant certains des privilèges de l'opposition à d'autres groupes, la motion dilue les pouvoirs de l'opposition. Un droit détenu par quelques-uns est un privilège. Un droit détenu par tous est un droit. Mais la démarche du gouvernement est de plus sournoise qu'une simple attaque contre l'opposition. En créant une troisième force dotée des mêmes pouvoirs et privilèges, cette motion crée soit un deuxième groupe gouvernemental ou un deuxième groupe d'opposition.
Le troisième groupe soutiendra ou non les objectifs de politique générale du gouvernement. S'il les soutient, il est avec le gouvernement. S'il s'y oppose, il est dans l'opposition. Les modifications apportées au règlement permettent au gouvernement Trudeau de compter sur 2 groupes pour l'aider à diriger le Sénat. Le groupe de représentants du gouvernement et le GIS. Sur les 41 membres du GIS, 38 ont été nommés par Justin Trudeau. Les 3 autres ont été nommés par Jean Chrétien. Nous savons tous qu'ils continueront à soutenir fidèlement les libéraux jusqu'à la fin de leur mandat, comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Comme l'a dit un jour le sénateur Gould lors d'une réunion du caucus du GIS, n'oubliez pas qui vous a nommé. Ça, c'était le sénateur Gould dans une réunion de caucus du GIS. Jusqu'à la prochaine élection, le sénatrice Saint-Germain sera de facto la 2e leader du gouvernement, sans avoir l'obligation de répondre pendant la période de questions. C'est surprenant qu'on apprenne des choses qui ne devaient pas être publiques. Mon intuition me dit qu'une majorité des sénateurs nommés par Trudeau se souviendront de qui les a nommés longtemps après qu'il aura démissionné ou qu'il aura été chassé par les Canadiens. Ils défendront son héritage contre les changements qu'apportera Pierre Poilievre. Nous assisterons au retour d'un caucus libéral au Sénat qui constituera l'opposition officielle. Ils pourront même être invités à rejoindre le caucus libéral national, dont le nombre sera sans doute très faible à ce moment-là. Oui, bon, peut-être qu'ils pourraient expulser les autres. Et je suis certain que le GIS continuera encore, peut-être sous un nouveau nom. Ils n'appuieront pas les politiques de Pierre Poilievre. Ils constitueront une 2e opposition au Sénat du Canada. Les changements apportés au règlement par la motion 165 leur donneront les moyens de faire cela. Et cette seconde opposition pourra manœuvrer sans aucune contrainte politique concrète. Le nouveau chef libéral n'aura pas à répondre de leur comportement. Aucun député libéral ne paiera un prix politique s'il bloque ou rejette un projet de loi. Ils pourront prendre des positions impopulaires, défendre les idées de Trudeau, même contre le nouveau chef libéral, et ne devront rendre de compte à personne. Ce groupe restera en embuscade au Sénat, prêt à s'opposer au programme législatif de Pierre Poilievre. Chers collègues, je suis sûr que la plupart d'entre vous pensent que j'exagère. Eh bien, pour être franc, j'espère que c'est le cas. J'espère que j'ai tort et qu'après les élections, vous accepterez la volonté du peuple canadien et ne bloquerez aucun projet de loi envoyé par la Chambre élue et du Parti conservateur du Canada. Mais je crains que l'histoire ne se répète et que les sénateurs nommés par Justin Trudeau n'agissent comme les sénateurs nommés par Pierre Elliott Trudeau entre 1984 et 1991 et ne mettent autant de bâtons dans les roues de Pierre Poilievre que leurs prédécesseurs l'ont fait pour Brian Mulroney. Now, let me go through the details of the motion. Maintenant, j'aimerais vous parler des détails de la motion. Comme je l'ai dit plus haut, en évitant le processus d'étude règle par règle au comité, le sénateur Gould nous prive de la possibilité d'évaluer l'impact des changements. C'est triste parce que ça veut dire qu'il y aura des conséquences non prévues. Ceux d'entre vous qui seront toujours présents dans 3 ou 5 ans, vous allez vous rendre compte que vous avez été victime d'un stratagème. Le sénateur Gould a décidé de réduire la suspension de 6 heures à 8 heures pour qu'elle passe de 6 heures à 8 heures à 7 heures à 8 heures. Alors pourquoi est-ce qu'il a décidé d'agir ainsi? On ne le saura jamais. Il a tout simplement décidé de contourner le processus normal. Comme les sénateurs le savent pertinemment, la suspension en soirée est utilisée par les sénateurs qui s'organisent en caucus. On y discute des questions stratégiques. En fait, le sénateur Gould a fait circuler en mars une justification des changements aux règles
qui permettrait au whip de demander une extension de la suspension pour permettre des réunions de caucus. Et pourquoi est-ce que ça ne figure pas dans la motion? On ne le sait pas. Peut-être parce que le gouvernement ne veut pas que les sénateurs soient en mesure de discuter de leur opposition aux textes de loi qui sont présentés. Il faut savoir aussi qu'en soirée, c'est un bon moment pour les sénateurs qui veulent rencontrer différentes parties prenantes. C'est souvent le seul temps libre que les sénateurs ont, d'ailleurs. C'est facile de dire, par exemple, à quelqu'un, je peux vous rencontrer de 6 heures à 8 heures le mardi ou le jeudi, parce que je sais pertinemment que je serai libre à ce moment-là. Souvent, c'est le seul temps libre dont disposent les sénateurs qui travaillent ici d'arrache-pied, parce que c'est le seul moment où les sénateurs ne sont pas ici au Sénat ou au comité. Peut-être que le gouvernement se réjouit du fait que les sénateurs auront moins de temps pour rencontrer les parties prenantes. Ça va rendre leur boulot plus facile. Je suis un petit peu traditionnaliste, mais pour moi, la suspension de soirée fait partie intégrante de notre rôle de chambre de mûre réflexion. Tous les sénateurs doivent participer aux séances du Sénat. Ils doivent rester jusqu'à la fin. Jeudi après-midi, jeudi soir, mais c'est honteux lorsque je regarde un petit peu ce qui se passe au Sénat un jeudi à 18 heures, parce que les sénateurs se précipitent à l'aéroport pour prendre l'avion. Nous avons été nommés au Sénat pour que nous travaillions. Nous sommes payés. Nous gagnons bien notre vie. C'est le contribuable qui paye. Et nous devrions être présents. Alors, voilà pourquoi on devrait pouvoir partir au plus tard à 19 heures. Tous les sénateurs doivent participer à toutes les séances du Sénat et doivent rester jusqu'à la fin des débats. Voilà pourquoi il n'y a pas de circonstances exceptionnelles. Voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord pour qu'il y ait des séances de comité lorsque le Sénat siège. Il y a des moments où nous devons être ici. Une pause après une longue journée, ça permet aux sénateurs de se préparer aux séances en soirée. Et je n'ai pas l'impression que c'est une perte de temps. Peut-être que le gouvernement ne veut tout simplement pas que les sénateurs soient préparés. Peut-être que le gouvernement n'a pas toutes ces mauvaises intentions. Mais, bon, ça permettrait aux sénateurs de se coucher plus tôt. Mais quels sont les autres objectifs? À combien de reprises, au cours des 5 dernières années, le Sénat n'a-t-il pas pu parcourir le feuilleton avant minuit à cause d'une suspension en soirée? Par le biais de cette mesure, le Sénat ne va pas travailler davantage. Il y aura des heures plus courtes. Si on réduit la suspension d'1 heure, ça veut tout simplement dire qu'on passe moins de temps sur les affaires du Sénat. Soyons honnêtes, comme l'a dit la sénatrice Lincoln. Ensuite, il y a la question des réponses reportées et des questions qui figurent au feuilleton. Vous aurez remarqué que les libéraux ont élaboré ces changements au bout de 8 ans au pouvoir. Les libéraux étaient très contents de ne pas répondre aux questions lorsqu'ils détenaient le pouvoir. Mais maintenant qu'ils sentent qu'ils vont se retrouver au sein de l'opposition, ils veulent créer une obligation pour que le gouvernement soit obligé de répondre aux questions qui lui sont posées. Mais vous savez quoi? Moi, je ne reçois pas nécessairement de questions du sénateur Gold. Pas besoin de changer les règles. Tout ce qu'il faut faire, c'est répondre aux questions qui sont posées. Le gouvernement, en fait, prend des mois avant de répondre aux questions qui figurent déjà au feuilleton. De toute évidence, le sénateur Gold pense que le gouvernement Trudeau n'est pas du tout transparent et ça va revenir à Pierre Poilievre de respecter le Sénat et de répondre aux questions en temps opportun. À l'article 5 de la motion, le sénateur Gold donne le droit au gouvernement de donner une réponse sous forme d'explication pour dire qu'en fait, il est impossible de répondre à la question. Pourquoi est-ce que le Sénat devrait permettre une telle chose? Le gouvernement n'a pas le droit d'agir ainsi du côté de la Chambre. Pourquoi est-ce que les sénateurs devraient être traités différemment des députés? Pourquoi
est-ce que le Sénat de Justin Trudeau a été transformé en endroit où on peut dire « je ne peux pas répondre à la question » et que ça, c'est conforme aux règles. Le gouvernement a 45 jours pour répondre aux questions, mais nous avons 60 jours pour répondre aux questions de ce côté-ci. Pourquoi? Pourquoi une telle différence entre les sénateurs et les députés? Pourquoi, sénateur Gold? Est-ce qu'il est plus difficile de répondre à nos questions? Ça doit être le cas. Ou est-ce qu'elles sont moins importantes, nos questions? Le sénateur Gold a essayé d'expliquer que c'est parce que le gouvernement doit donner des réponses reportées au Sénat. J'aimerais dire deux choses. D'abord, le gouvernement n'a pas l'obligation de promettre des réponses différées, c'est son choix. Alors de dire que ça explique pourquoi ça prend plus longtemps, ça ne tient pas la route. Ensuite, pourquoi est-ce que ça permettrait de prendre plus de temps pour répondre aux questions? Il n'y a pas suffisamment de bureaucrates pour répondre à nos questions? Pourtant, la bureaucratie est encore plus importante qu'il y a quelques années. Le gouvernement pense qu'il va crouler sous le nombre de questions, mais soyons sérieux. On ne peut pas justifier un laps de temps plus long que celui qui est en vigueur du côté de la Chambre. Alors, est-ce que vous accepteriez un amendement? La motion du sénateur Gold limite le nombre de questions posées au Sénat à 4. Pourquoi 4? Pourquoi pas 5 ou 6? Et enfin, toujours sur cette question, moi j'ai 92 questions qui figurent au feuilleton. Bon, j'ai reçu quelques réponses aujourd'hui. Bon, alors il y en a peut-être un petit peu moins, mais pour le bien de la simplicité, je dirais que j'ai presque 92 qui figurent au feuilleton. Certaines y figurent depuis novembre 2021. La motion du sénateur Gold comprend une mesure transitoire pour ce genre de questions. Comme je l'ai dit, le gouvernement se donne 6 mois de plus avant que le laps de temps de 60 jours ne soit enclenché. Mais moi, ça fait 30 mois que j'attends certaines réponses. Et maintenant, le gouvernement veut jouir de 8 mois de plus et va sans doute me dire « Je ne peux pas répondre à votre question ». Mais sérieusement, c'est une blague, sénateur Gold. Encore une fois, le sénateur Gold fait semblant d'agir, mais en fait, il fait le contraire de ce qu'il dit. Il allègue que grâce à sa motion, les sénateurs vont recevoir des réponses plus rapidement, mais ce n'est pas vrai. Le gouvernement pourra donner une non-réponse pour ne pas respecter ses obligations. En effet, il se donne 8 mois de plus pour répondre aux questions qui ont déjà été déposées. Et certaines de ces questions traînent depuis 30 mois. Et finalement, en vertu de la motion, il y a un nombre de questions maximales que peuvent poser les sénateurs. Mais sérieusement, c'est une démocratie, ça? Ce n'est pas le cadeau que prétend le sénateur Gold. Je peux vous assurer que dans quelques années, vous allez regretter ces changements. Ce qui m'amène aux limites de temps qui sont imposées. À l'article 7 de sa motion, le sénateur Gold donne le leader du groupe de sénateurs indépendants du temps illimité. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? À la Chambre des communes, le leader du Bloc québécois, le troisième parti, ne jouit pas d'un temps illimité. Je suppose que c'est pour donner le rôle de leader substitut du gouvernement. Aussi longtemps que les libéraux seront au pouvoir, 2 leaders vont avoir ce privilège. Mais quand les conservateurs vont prendre le pouvoir, les choses vont changer. Le sénateur Gold explique que c'est pour être équitable, mais nous ne sommes pas naïfs. Ce changement, en fait, donne aux libéraux 2 armes pour contrer les conservateurs. Voilà pourquoi le privilège n'est pas accordé aux autres leaders. Le sénateur Gold nous a dit dans son discours que pour les autres leaders et facilitateurs, le temps de parole atteindrait 45 minutes. Mais le problème, c'est qu'en vertu de l'article 6.3.1 du règlement, ils jouissent déjà de 45 minutes. Alors, merci. Merci. Le sénateur Gold nous donne quelque chose que nous avons déjà. Donc, c'est seul le leader du groupe des sénateurs indépendants qui en tire son épingle du jeu.
En fait, ce leader-là est sacrifié avec tous les autres leaders. À l'article 9, le sénateur Gold réduit d'un tiers le temps de parole alloué aux leaders de l'opposition pour ce qui est de la motion d'allocation du temps. Une telle motion, c'est sans doute la manœuvre procédurale la plus drastique qui puisse être appliquée au Sénat. C'est en fait lier les mains de l'opposition lorsqu'on débat d'une question gouvernementale. Et comme je l'ai dit, c'est l'un des privilèges les plus importants de l'opposition. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut réduire le temps qui est accordé à l'opposition dans le cadre d'un débat qui porte sur la mise à terme d'un débat? L'opposition a 13 sénateurs sur 96. Pourquoi est-ce que le gouvernement estime qu'il est important de réduire le temps de parole de l'opposition? La motion du sénateur Gold donne à 5 leaders 20 minutes. 4 de ces leaders ont voté pour le dernier gouvernement, je vous le rappellerai. 4 de ces leaders ont voté pour, ce qui veut dire que les autres sénateurs vont seulement jouir de 50 minutes par rapport aux 90 minutes dont ils jouissent à l'heure actuelle. Avec un sénateur de chaque groupe, ça veut dire qu'il y a seulement un sénateur de l'opposition. Un sénateur de l'opposition pour ce qui est d'une motion d'allocation du temps. Alors, on ne peut pas parler d'égalité entre les groupes, ça ne tient pas la route, collègues. Alors, il y a 4 groupes qui soutiennent les politiques du gouvernement et qui soutiennent l'allocation du temps parce qu'ils estiment que c'est une perte du temps. Les nouvelles règles donneraient à l'opposition 1/5 du temps du débat. Et 4 des 5 leaders soutiennent la motion du sénateur Gold. 2 heures pour soutenir le gouvernement, 30 minutes pour s'y opposer. C'est équitable, ça? Je vous rappellerai, chers collègues, qu'en vertu d'un tel scénario, la seule chose dont dispose l'opposition, c'est un tout petit laps de temps pour exprimer son désaccord. La motion du sénateur Gold va empirer les choses et va réduire le temps de parole qui est octroyé à l'opposition, encore plus. Ensuite, la durée des cloches et les reports. L'article 13 de la motion remplace la règle actuelle pour ce qui est la durée des cloches pour demander aux représentants de 5 groupes s'il y a un accord sur la durée des cloches. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement a choisi d'inclure 5 groupes et pas l'ensemble des groupes reconnus. Et pourquoi est-il nécessaire de demander à 5 personnes différentes si elles sont d'accord, au lieu de demander au whip du gouvernement s'il y a effectivement un accord? Je vous rappellerai que ça prend le consentement du Sénat pour accepter cet accord de toute façon. Donc même en vertu du règlement actuel, s'il y a un groupe qui n'a pas été consulté ou qui n'est pas d'accord sur la durée des cloches, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord. Je ne sais pas comment ça change les règles. Tout ce que ça fait, c'est prolonger la séance avant que le président ne puisse convoquer les sénateurs. Donc c'est encore un autre exemple du gouvernement Trudeau qui prétend qu'il octroie de nouveaux pouvoirs à certains groupes parlementaires alors que ces groupes bénéficient déjà de ces pouvoirs. Dans son discours, le sénateur Gold a dit « L'accord des whips et des agents de liaison des 3 grands groupes ainsi que le gouvernement et l'opposition serait nécessaire pour modifier le temps des cloches. » Mais comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas vrai. L'accord de tous les sénateurs est nécessaire si on veut modifier la durée de la sonnerie des cloches. Le sénateur Brazo ou la sénatrice McCollum qui sont non affiliés ont le droit, eux aussi, de s'exprimer. Ils peuvent se lever et ne pas donner leur accord. Et ça veut dire que les cloches sonneraient pendant 1 heure. Lorsque le président demande s'il y a un accord sur la durée des cloches, eh bien, l'accord doit être donné par l'ensemble des sénateurs. À l'article 14, le sénateur Gold donne le droit de reporter un vote à 5 groupes. Pourquoi est-ce qu'il pense que les groupes, autres que le gouvernement et l'opposition, ont besoin de ce droit?
En fait, on ajoute au pouvoir donné aux différents groupes, mais ces changements sont censés nous permettre d'utiliser notre temps plus efficacement. Je ne suis pas convaincue que ça va permettre ça. Ensuite, on a les changements de l'article 17 qui donne un statut d'ex-officio au comité à 3 leaders supplémentaires. Mais n'importe quel sénateur peut participer aux réunions de comité. Les 3 leaders jouissent déjà de ce droit, donc. Alors, ce changement porte sur le droit de recevoir des documents et des motions. Ce serait sans doute plus simple d'avoir des règles permettant aux leaders d'obtenir ces documents. C'est vrai pour les autres groupes qui sont reconnus. Un leader peut être remplacé à n'importe quel moment. Est-ce que ce changement au règlement est vraiment nécessaire? Ou est-ce que c'est uniquement pour nous faire croire que le gouvernement octroie des pouvoirs supplémentaires aux 3 partis? Mais en fait, il y a des conséquences bien réelles pour le Parti conservateur. Comme je l'ai dit, il y a un groupe qui s'oppose au gouvernement libéral et 4 groupes qui ont voté pour soutenir le gouvernement lors de la présentation du budget. Donc, c'est 4 groupes contre 1. Avec ce changement, un comité de 12 membres pourrait accueillir 5 membres ex-officio. À l'heure actuelle, les conservateurs bénéficient de 2 sièges. Donc, si on changeait les règles, il y aurait 3 personnes qui soutiennent le gouvernement et donc on passerait de 11 contre 3 à 14 contre 3. Je comprends que les leaders ne vont pas voter, mais ils auront le temps de parole et par conséquent, le temps pour les questions sera réduit. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces membres vont compter pour le quorum. Le leader du gouvernement et le leader des 3 autres groupes représentés au Sénat, et on pourrait atteindre le quorum ainsi. Personne du comité, personne de l'opposition, et le sénateur Gold aurait le seul droit de vote. Et vous pensez vraiment qu'on veut soutenir une telle idée? Mais c'est audacieux de la part du gouvernement de nous présenter ça en pensant qu'on ne va pas lire les détails. C'est ça l'idée? C'est ça un processus démocratique? C'est un nouveau concept. L'étude article par article des projets de loi avec seulement le leader du gouvernement qui vote. C'est exceptionnel, ça. Eh bien, j'aimerais bien être ici après les prochaines élections pour être le leader du gouvernement et voter. Je serais pas mal gagnant. Alors, c'est peut-être pas l'intention du gouvernement, mais c'est une des conséquences. Alors, je suis désolée de le répéter, mais si on contourne le processus en comité, ça veut dire qu'on ne peut pas discuter comment donner des pouvoirs supplémentaires aux autres groupes, à part le gouvernement et l'opposition, sans, par exemple, pour recevoir des documents. Ensuite, les réunions du comité. L'article 19 de la motion permettrait au comité de se retrouver le lundi quand le Sénat ne siège pas. Donc, ça comprendrait, par exemple, le jour de la Reine ou l'Action de grâce. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est vraiment ce que désire le sénateur Gold? La possibilité de siéger en comité alors que c'est un congé. Ensuite, on dit dans la motion que n'importe quel comité peut siéger un lundi. Est-ce que ça devrait être seulement les comités qui siègent d'habitude le lundi à l'heure habituelle? Autrement, un président pourrait organiser un vendredi une réunion lundi alors que les sénateurs n'auraient pas planifié une telle réunion. Il faudrait qu'ils se précipitent pour aller à Ottawa. C'est juste ça, collègues. Souvenez-vous que si vous votez pour cette motion, vous serez peut-être obligé de faire des arrangements un vendredi alors que vous avez des plans pour le week-end afin d'être à Ottawa le lundi. La motion du sénateur Gold met en place un mécanisme qui permet aux sénateurs nommés par Trudeau d'organiser des comités sans la présence des conservateurs. Et ça va être le cas, pas seulement pendant une année encore sous Trudeau, mais bien après les prochaines élections. Section 20 of the motion. Dans l'article 20 de la motion, le sénateur Gold ajoute le GSI
qui appuient la mesure pourrait causer des conflits d'intérêts. Alors, qu'est-ce que cela change? Ce n'est qu'une réduction symbolique du rôle de l'opposition. Enfin, dans l'article 23 de la motion, le sénateur Gould change la définition du terme « leader du gouvernement ». Et c'est intéressant. Dans sa décision 2023, le président Fury a décidé ceci. Il a dit que le sénateur Gould est le représentant du gouvernement et c'est pourquoi il pouvait utiliser des mesures d'allocation de temps conformément au règlement. Donc, alors, est-ce qu'il fait les changements de manière symbolique qui n'aura aucun effet en réalité parce que le sénateur Gould est réellement le leader du gouvernement ou est-ce qu'il veut changer la définition? Ou est-ce qu'il admet que la décision du président Fury n'avait aucun fondement? À chaque fois que le sénateur Gould tente de défendre ses idées sur les leaders qui ne sont pas les chefs de groupe, qu'il ne représente pas, ou des gens qui ne représentent pas des mesures qu'il appuie, cela démontre qu'au fond de lui, il a honte de représenter le gouvernement et il semble croire qu'il est un membre non partisan d'un groupe partisan, qu'il fait partie d'un gouvernement qu'il appuie plus ou moins. Il assiste aux réunions du cabinet, mais il ne participe pas à leurs décisions. Il est un touriste. Le sénateur Gould voudrait nous faire croire qu'il n'est qu'un spectateur, un témoin de l'accident de voiture Trudeau, comme plusieurs d'entre nous. Je suis désolée, mais je n'y crois pas. Parlant du sénateur Gould, j'aimerais prendre quelques instants pour rectifier les inexactitudes de son discours. Le sénateur Gould a beaucoup parlé des changements à la loi sur le Parlement du Canada qui ont été adoptés en 2022. Et dans son discours, il a dit, et je cite, « Pour mettre en œuvre ces changements, l'organe de réglementation doit adopter des règlements d'application. En d'autres mots, le Sénat doit adopter un règlement révisé. Sans cela, les amendements à la loi sur le Parlement du Canada resteraient un tigre de papier et une promesse vide. Le problème, c'est que ce n'est pas ce que le gouvernement dit depuis les 3 dernières années. Chers collègues, vous vous souviendrez que les changements inclus dans la loi d'exécution du budget de 2022 ont créé des allocations supplémentaires pour certains postes de direction de l'ISG, du CSG et du PSG. Les sénateurs conservateurs étaient satisfaits de ces changements. Ils reflètent le fait qu'il y avait 3 groupes organisés dirigés par ces sénateurs pour lesquels cela représentait des responsabilités supplémentaires. Il est juste qu'ils soient indemnisés, comme le sont les dirigeants des partis autres que le gouvernement et l'opposition à la Chambre des communes. C-19 était la 3e tentative de modification de la loi sur le Parlement du Canada. C'était au cours de cette législature, après que S2 ait été rejeté par le président de la Chambre et que C7 n'ait jamais abouti. En outre, le gouvernement avait déposé ce projet de loi qui était appelé S4 au cours de la législature précédente. Et aujourd'hui marque le 3e anniversaire du dépôt de S4. Donc, il y a 4 projets de loi différents pour apporter des changements. Ils n'ont jamais introduit de modification du règlement en corollaire. En fait, les débats sur ces 4 projets de loi n'ont jamais fait mention de modification spécifique du règlement. Si, comme le dit le sénateur Gould, ces modifications à la loi sur le Parlement nécessitent des changements au règlement, pourquoi le gouvernement a-t-il attendu 3 ans avant de les proposer? Pourquoi n'a-t-il pas fait circuler les changements proposés lorsque ces projets de loi ont été débattus? Parce qu'il n'y a aucun lien entre l'augmentation des salaires de certains sénateurs et le contenu de la motion 165. Le ministre Dominique Leblanc a comparu en mai 2021 devant notre comité plénier dans le cadre du débat sur S4. Il n'a jamais fait allusion à des changements au règlement pour donner plus de pouvoir au groupe de sénateurs indépendants ou pour diluer les pouvoirs de l'opposition. Alors, soyons clairs, le sénateur Gould a tort de dire que ces changements ont un lien avec les modifications apportées à la loi sur le Parlement du Canada. Il a inventé cela. Une autre inexactitude contenue dans le discours du sénateur Gould du 18 avril est l'idée que ces sénateurs ne peuvent pas participer pleinement au débat. Il a déclaré, et je cite,
que le règlement tel qu'il existe actuellement a rendu de plus en plus difficile la participation pleine et entière de tous les sénateurs. Il dit que notre système exclut la majorité absolue des sénateurs. J'imagine qu'au fond de lui-même, il sait qu'il va trop loin car il s'est corrigé en disant que tous les sénateurs sont égaux et que notre règlement le reflète. Permettez-moi de faire quelques commentaires. Alors, tout premièrement, il est faux que les sénateurs ne peuvent pas participer. C'est faux qu'ils sont exclus parce que depuis 2016, on a toujours trouvé les moyens d'exclure tous les sénateurs. Tout le monde peut siéger en comité. Tous les sénateurs peuvent intervenir dans le débat sur n'importe quel sujet. Tous les sénateurs peuvent voter comme ils le souhaitent. Tout le monde peut rejoindre un groupe ou non, à l'exception du groupe sénatorial conservateur pour les personnes nommées par Trudeau. Et ce n'est pas à cause du règlement. Cela a toujours été le cas. Dans l'édition de juin 2015 de la procédure du Sénat, il est dit que les sénateurs qui ne sont pas membres du gouvernement ou des partis d'opposition peuvent participer pleinement aux travaux du Sénat et être nommés à des comités. C'était en juin 2015, avant que Justin Trudeau ne soit élu premier ministre, avant que le sénateur Harder n'arrive ici en tant que première personne nommée par Trudeau. Nous voyons à nouveau cette astuce libérale qui consiste à présenter comme nouveau quelque chose qui existe déjà. Deuxièmement, le fait que votre chef ait un temps de parole illimité ou non, qu'il reçoive plus d'argent ou non, que votre whip puisse reporter un vote ou non, n'a rien à voir avec votre capacité à participer pleinement aux travaux du Sénat. La motion 165 vise à donner des pouvoirs aux dirigeants du groupe des sénateurs indépendants, du groupe des sénateurs canadiens et du groupe des sénateurs progressistes. Il ne s'agit pas de donner davantage de pouvoir aux sénateurs individuels. Vous savez déjà que vous n'avez rien à gagner de cette nouvelle mesure. Vous êtes tous égaux, comme l'a dit le sénateur Gould. Je vais être clair à nouveau. Le sénateur Gould a tort lorsqu'il affirme que ces changements permettront à certains sénateurs de participer plus pleinement, car tous les sénateurs peuvent déjà participer pleinement et que ces changements n'ont aucun effet sur la capacité des sénateurs à participer aux travaux du Sénat. Le sénateur Gould a dit dans son discours que l'objectif de cette modification au règlement est de rendre le Sénat moins partisan. Comme je l'ai déjà expliqué, rien n'est plus faux. Le sénateur Gould fait un geste partisan en modifiant unilatéralement le règlement, une première dans l'histoire du Canada, et je suis sûr qu'il a hâte de doubler la mise et d'utiliser l'attribution de temps pour s'assurer que sa volonté l'emporte. Ce n'est pas vraiment le début que l'on souhaite pour ce nouveau Sénat moins partisan. Ensuite, nous assisterons à la mutation du GSI en un deuxième caucus libéral au Sénat, comme je l'ai dit. Nous n'aurons pas de discours moins partisan, nous aurons simplement 2 fois le même point de vue libéral. Lorsque le gouvernement de Pierre Poilievre tentera de faire adopter ces projets de loi, ces 2 caucus libéraux travailleront sans doute à l'unisson contre elle. Cela marquera un retour à la nature excessivement partisane du Sénat lorsque le gouvernement en place est confronté à une opposition majoritaire et déterminée au Sénat, comme en 1896, en 1911 et en 1984, pour ne citer que quelques exemples. Rien dans les changements proposés ne réduira la partisanerie à ces moments-là. Au contraire, les nouvelles règles ne feront que l'exacerber. Alors, je veux être à nouveau clair, le sénateur Gould se trompe lorsqu'il affirme que ces changements réduiront l'esprit de parti au Sénat. En continuant à disséquer son discours du 18 avril, j'ai été surpris d'entendre le sénateur Gould prétendre que l'opposition est un concept relativement nouveau au Sénat. Le fait que la proclamation de la loi constitutionnelle de 1867 contenait les noms de conservateurs et de libéraux devant être nommés sénateurs est la preuve qu'il n'y a jamais eu d'intention d'avoir un Sénat non partisan. La reine Victoria aurait pu nommer des hommes non affiliés à des partis politiques ou du moins faire comme Justin Trudeau et prétendre de le faire. Elle a fait le contraire. Les libéraux ont siégé dans l'opposition pendant les 2 premiers mandats. Lorsque Alexander Mackenzie et les libéraux sont arrivés au pouvoir en 1974, les sénateurs libéraux ont fait partie du gouvernement. J'aimerais rassurer le sénateur Gould, le poste de leader de l'opposition au Sénat remonte à 1867. Luc Letellier de Saint-Just, un bon libéral, a été le premier à occuper ce poste. Le poste que j'occupe existe depuis aussi longtemps que celui du sénateur Gould.
Alors, je veux être clair, sénateur Gould, vous vous trompez lorsque vous affirmez que l'opposition au Sénat est un nouveau concept et ces attaques contre l'opposition ne sont qu'un retour aux sources du Sénat. En ce qui concerne le premier leader de l'opposition qui est devenu leader du gouvernement au Sénat quelques années plus tard, il était connu pour ses paroles acérées. Je ne pense pas que le sénateur Gould ait eu raison de dire que le Sénat n'a pas été créé dans l'intention de reproduire simplement les points de discussion de l'autre endroit. Bien que le Hansard ait rédigé de manière très aseptisée de l'époque, mon équipe m'a montré un extrait d'une intervention de Saint-Just où il a dit que ce collègue n'a ni énergie ni capacité et qu'il a ruiné le Grand Trunk Railway et qu'il est comme Satan et qu'il est coupable d'un splendide égoïsme. C'était dans un seul discours. Aujourd'hui, on demande aux conservateurs de quitter la Chambre des communes parce qu'ils ont dit que le premier ministre était un raciste. C'était dans un seul discours. Le mythe de ce Sénat primitif, plein de gentlemen débattant courtoisement au-dessus de tout esprit partisan n'est que cela, un mythe. Et pour conclure, une chose qui a changé au Sénat sous Justin Trudeau, c'est l'idée que le règlement doit être modifié par consensus. Le gouvernement a été clair. Cette motion ne sera pas amendée et le débat doit être limité. Si on écoute le gouvernement Trudeau et ses partisans au Sénat, rien n'est plus urgent que de modifier le règlement du Sénat. Les Canadiens attendent avec impatience de voir si le sénateur Gould sera en mesure de faire un cadeau à Justin Trudeau. Et tout le monde veut savoir s'il va vraiment réussir. Si on écoute le gouvernement Trudeau et ses partisans, rien n'est plus urgent. Les Canadiens attendent impatiemment pour voir si M. Gould pourra offrir un cadeau de départ à Justin Trudeau. Donc, un Sénat contrôlé par ses sénateurs. Les personnes qui attendent pendant des heures dans les services d'urgence de tout le pays sont sur le fil du rasoir. La sénatrice Saint-Germain aura-t-elle plus de 45 minutes pour parler? C'est une grande question pour les citoyens du pays. Les gens qui font la queue à la Banque alimentaire s'interrogent. Est-ce que le PSG et le CSG auront le droit de reporter un vote? Les gens qui remplissent aujourd'hui leurs impôts se disent « Je suis si heureux de payer tous ces impôts parce que nous aurons bientôt un Sénat où plus de sénateurs auront plus de temps pour faire l'éloge de Justin Trudeau. » Au deuxième jour du débat, avant même qu'un deuxième sénateur n'ait eu la possibilité de s'exprimer, le gouvernement menace de recourir à l'attribution de temps. Au lieu de permettre la présentation d'amendements, le sénateur Gould utilise le marteau et veut clore le débat. Il veut que cette motion soit adoptée coûte que coûte. Le deuxième jour du débat, la bonne nouvelle, la seule bonne nouvelle, c'est, comme je l'ai dit, que c'est, espérons-le, la dernière attaque du gouvernement Trudeau contre le Sénat. Les Canadiens attendent. Les Canadiens, dans ces urgences, qui font la file aux banques alimentaires, dans leur foyer où ils remplissent leur déclaration d'impôt, les Canadiens attendent. Les Canadiens attendent et ils espèrent donner un mandat énorme à Pierre Poilievre et aux conservateurs pleins de gros bon sens pour nommer des sénateurs chargés de réparer ce Sénat fracturé. Ils auront une tâche colossale, mais je suis convaincu que ceux qui seront toujours ici verront la lumière et décideront qu'il nous faut un Sénat efficace, indépendant et responsable. Un Sénat efficace, indépendant et plus responsable qui travaille au service de tous les Canadiens. Merci, chers collègues.